Ce mois-ci, Chibero Telebista visite la nouvelle vinaigrerie Saint-Jacques au quartier de la Haute-Ville à Mauléon. Rencontre avec les membres de l'association Barcoché Bissi à Barcus. Et rendez-vous avec Pascal et Dolores au village d'Etchebar à la ferme Hoyi. Au cœur de la Soule, Jean-Philippe Lanouguère s'est lancé dans la production artisanale de vinaigre respectueuse de l'environnement. Il ne travaille qu'avec des produits frais de la région pour proposer des variations de goût très intéressantes. Ce passionné nous invite à découvrir la vinaigrerie implantée au bord du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Jamais à court d'idées, Jean-Philippe développe actuellement le goût chocolat et travaille déjà sur de nouvelles gammes de produits. J'ai mon beau-frère qui a une brasserie à Oloron, la brasserie Naba. Il utilise des cuves coniques et après avoir embouteillé, il a mis le fond des cuves dans les égouts. Donc je lui ai demandé s'il n'y avait pas moyen d'utiliser ce qu'il jetait. Il m'a dit qu'on pouvait faire du vinaigre et rien d'autre, mais pas chez lui, parce que les acétiques auraient pollué sa brasserie. Et du coup, je suis parti avec ces fonds de cuve il y a 7 ans, et c'est là que j'ai commencé à faire du vinaigre. Historiquement, le vinaigre vient d'Orléans. C'était une plateforme de transit de vin, donc il y avait à l'époque des vins qui arrivaient piqués, donc ils étaient transformés. Donc sur Orléans, il y avait une centaine d'artisans vinaigriers. Grâce aux recherches de Pasteur sur le vinaigre, ils ont découvert une façon de faire du vinaigre plus rapide, c'est-à-dire c'était en oxygénant directement le vinaigre et en l'ensemençant, ils ont réussi à faire du vinaigre en 24 heures. Du coup, il y a eu surproduction de vinaigre et aujourd'hui, sur Orléans, ce qui est la région où il y a le plus de producteurs, il y a donc les deux historiques, Amora et Maille. Et après, il y a 2 petits artisans qui travaillent comme moi avec les anciennes méthodes de vinaigriers. Et en France, de vrais vinaigriers, de gens qui font du vinaigre artisanalement, il y en a une douzaine. Je vais vous montrer comment on fait du vinaigre. Il y a le pire et le un peu mieux. Donc ils vont prendre du vinaigre généralement d'alcool blanc qui vaut 14 centimes le litre. On va le diluer avec de l'eau à peu près 1 pour 10, la méthode industrielle. Ensuite, je vais rajouter ce que tous les gens aiment, du sucre, de la pomme, un peu de caramel. Comme ça, je vais avoir une jolie couleur. Voilà. Bon, je ne vais pas montrer la marque, mais c'est ce que vous avez là, du vinaigre de pomme. Alors, je peux vous le faire en bio, il suffit que j'utilise des colorants et du sucre bio. Grosso merdo, c'est ce que vous avez. Là, vous avez un magnifique vinaigre industriel. A priori, donc, on peut faire du vinaigre de tout ce qui contient de l'alcool, puisque les acétiques se font à partir d'alcool. Tous les fruits, on peut faire tout ce qui peut fermenter et produire de l'alcool, on peut faire du vinaigre. Donc après les plus connus, effectivement, c'est le vinaigre de vin, de bière, de cidre, de vin de pomme, de chagarneau. Le secret pour avoir du bon vinaigre, c'est laisser le temps à la nature de faire les choses. Donc après, il y a plusieurs méthodes pour faire du vinaigre, mais pour faire du vinaigre, il faut du temps, des bactéries et de l'air. Je fais du balsamique de pommes, donc je fais un mou. Donc je vais découper des pommes, pareil, je vais les laisser fermenter à l'air libre, ces pommes. Une fois que j'aurai eu une première fermentation, il y aura de l'alcool qui va être produit. Je vais faire comme pour le vin, je vais presser ces pommes qui sont fermentées. Ce jus, je vais le faire refermenter pour que ça soit là une fermentation acétique. Et une fois que j'aurai la fermentation acétique, j'aurai un mou fermenté. Pour le balsamique, je le fais réduire à 70% et je fermente ce jus. Pour le chagarneau, le vinaigre de chagarneau, ce mou, c'est lui que je fais fermenter qui devienne du vinaigre de chagarneau. J'ai une quinzaine de sortes de vinaigre. Donc j'ai du vinaigre par exemple de chagarneau, donc c'est du vin de pomme et pas du cidre de pomme. J'ai du vinaigre de Patcharan, j'ai du vinaigre de chanvre, j'ai du vinaigre de poire, donc le poiré. Je vais avoir du vinaigre de bière, donc sur la bière, je vais avoir 3 sortes de vinaigre. Je vais avoir un vinaigre de bière blonde, de bière ambrée et de bière blanche.
Les trois, en fait, ils ont un goût complètement différent, puisque dans la façon de faire la bière, déjà la bière elle a un goût différent, donc on obtient un vinaigre qui est totalement différent. Je vais avoir du vinaigre de piment d'Espelette. Alors là, c'est pareil, j'en ai deux. Donc j'ai un vinaigre 100% piment d'Espelette. Donc c'est fermenté, c'est pas rajouté, hein. Tous mes vinaigres, je les fermente depuis le début de la fermentation. Il y a les produits dedans, c'est-à-dire que le piment d'Espelette, le jour où c'est que je mets mes pommes à fermenter, je mets déjà mon piment. Je vais avoir des vinaigres de myrtille. J'ai une quinzaine de sortes donc, et tous les vinaigres, à part le chanvre, ils sont faits à partir de produits locaux, d'agriculteurs ou bio ou des producteurs éco-responsables. Le premier chef à s'être intéressé, c'est l'Écope de Biarritz. C'est un restaurant qui a fait partie des meilleurs restaurants français, qui a été classé au guide Michelin aussi. C'est un jeune cuisinier, c'est le premier à avoir fait confiance, qui est venu ici et donc a goûté directement dans les barriques tous les vinaigres. Et depuis, donc, il fait des recettes avec mes vinaigres. Là, dernièrement, j'ai vu Pierre Chilot, qui a trouvé sympathique aussi et qui est en train de mettre au point des recettes avec mon vinaigre. Donc c'est quand même une fierté. On peut faire une association, un plat très simple. Il suffit de prendre un bout de pain qu'on fait griller. Dessus, on met quelques gouttes de vinaigre d'ail noir. On rajoute un bout de tomate confit, une petite tranche de jambon de Bayonne dessus et on a un petit toast qui est une merveille. Voilà, on peut faire des déglaçages avec du vinaigre de chanvre ou du vinaigre de plante de montagne. J'ai aussi un vinaigre de plante de montagne. On peut déglacer un poisson blanc, on déglace un poisson ou des gambas. Ça fait sortir les arômes, c'est sympathique. Le vinaigre de plante aussi, j'ai pas mal de gens qui me l'achètent, parce que le vinaigre de pomme, ça a beaucoup de vertus thérapeutiques. Mais il y a des gens qui m'en achètent et qui font des cures de 15 jours, qui se prennent 2 cuillères à café tous les matins, comme cure. Bon, c'est des associations qu'on peut faire. Après, j'ai le balsamique de pomme, on peut faire un pain perdu avec une boule de glace à la vanille. On arrose la boule de glace à la vanille avec le vinaigre balsamique. C'est sympathique. Après, bon, on peut faire des vinaigrettes, déglacer des viandes. Par exemple, avec le vinaigre de cerise noire, on peut déglacer une côtelette de canard. Ça fait sympathique. Donc en fin de cuisson, on rajoute juste une petite lichée sur la côtelette. Ça fait un petit jus caramélisé, c'est sympathique. Le vinaigre de bière, pareil, on peut sur une entrecôte, déglacer une entrecôte. Après, bien sûr, on peut utiliser en vinaigrette. Il y en a plus ou moins qui sont bons en vinaigrette. Le vinaigre de kiwi, par exemple. Donc le kiwi, c'est pareil, il vient de Viodos. Le vinaigre de kiwi, j'ai fait une recette un peu comme un balsamique de kiwi. Ça fait quelque chose de sucré et d'un peu acidulé. Sur des carottes râpées et des crudités, c'est excellentissime, en vinaigrette. Voilà. Si vous voulez voir comment on fait du vinaigre, si vous voulez goûter du vinaigre, acheter du vinaigre, le mieux c'est de vous déplacer, vous venez à la Haute-Ville, 6 rue Ramoncho, et vous venez goûter le vinaigre, c'est ouvert, bien sûr en respectant les gestes barrières, mais c'est ouvert, on peut visiter et on goûte 100% de ce que je produis. Voilà. Barco chez Bissy, la grande dynamique associative du village. Ses habitants ont la volonté de faire vivre leur territoire. Entre autres, création d'un espace de travail partagé, lieu de rendez-vous pour les jeunes. 4 membres de l'association nous exposent le fonctionnement et les projets en cours. Donc Barco chez Bissy a été créé en 2018. L'origine du projet, c'était l'Audace qui avait mené ça sur une création de tiers-lieux en Soule. Alors, les tiers-lieux, c'était un espace tiers qui est ni à la maison ni au travail. Voilà. Nous, on s'en est emparé de ça à Barcus. On s'est dit que l'idée était intéressante peut-être de créer ce genre d'endroit ici.
Et assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres besoins. On a réuni les habitants, on a créé des questionnaires. Voilà, on a vraiment fait un gros travail de BURU HTK, de brainstorming. On a réuni tous ces besoins-là. On les a triés et à partir de là, on a créé 3 commissions. Une commission sur la vie économique à Barcus, une commission sur le tiers-lieu et puis une 3e commission sur le logement et les loisirs dont on va vous parler. Ni joan penke nuzu eta komitean izenin parte hartzen dit elkarte hortan. Lehen taldian laboietaz egitutzu lanin. Sedia duzu laboien presentaketa baten egitea, argazki egitez, erraitez ze proposatzen dien, nun, eta hoien partekatzia gue webgunin. Bon, hor noa egitutzu presentaketa hunen lantzen. Hatxarrin hasigutuk galtua zen zer algunin egiten Barkoseko laboien ezagutazteko eta zer zien hain beharrak eta harrentako kestioner tipi bat iganazi dizugu bakotxer. Ondotik agorrila, 2009ko agorrilan, dizugu apaidu bat. Non proposatuk zen bakotxen mazkinak, dantza ikusgarri batekin eta jente hanitz izan da. Agitutzu laboien presentaketaken egiten, agitutzu argazkien egiten, ze proposatzen dien, hoi webgunean ezaiteko, presentatzeko, nahi denek jakin zer proposatzen dien, webgunean ikusiko aldie eta jakin ondien. Moi, c'est Adèle, j'habite à Barcus depuis un peu plus d'1 an. En arrivant ici à Barcus, j'ai eu envie assez naturellement de m'impliquer dans la vie du village, de voir qu'est-ce que moi je pouvais apporter au village. Et donc l'association Barko-Chebici, elle est super pour ça parce que en fait c'est donc une association citoyenne où chaque projet, les projets de chacun peuvent voir le jour. Quelqu'un a une idée, si ça emballe d'autres, et ben du coup il y a quelque chose qui se crée et voilà, des choses peuvent être mises en place par le collectif. Dans les gros projets, enfin les projets de plus grande envergure, on a effectivement, c'est la commission 2 qui porte le projet de tiers-lieu dont Nicolas a parlé, qui vise à créer un lieu d'espace de coworking pour accueillir des gens qui viendraient travailler donc en télétravail, mais aussi de créer, ça permettra de créer un espace associatif de type bar associatif. Actuellement, en fait, l'espace de coworking existe déjà puisqu'il y a au-dessus de la mairie une salle qui a été mise à disposition pour accueillir les premiers coworkers. Donc on a déjà 2 personnes qui viennent très régulièrement et d'autres personnes qui viennent de temps en temps, qui sont de passage. On a aussi des personnes de l'extérieur qui ne sont pas barcusiens, mais qui sont en déplacement professionnel et qui utilisent ce lieu s'ils en ont besoin. Un autre projet de la commission numéro 2, c'est la création d'un espace de médiation culturelle autour de la danse soultine. Donc c'est un projet qui est en train d'être monté. L'idée c'est de faire un parcours dans le village autour de la danse. La dernière commission
commission de travail thématique, c'est la commission 3 qui s'occupe de l'animation et des logements. Donc il y a toute une partie organisation d'événements au village pour se retrouver entre villageois sur des événements culturels et sportifs. Par exemple, cet été, on a fait cinéma en plein air. Ensuite, l'association a tenu une buvette pour les pelotes à l'eau. Donc c'est pour animer le tournoi de pelote des jeunes du comité. Il y a une petite buvette avec des pastèches. Voilà, il y a plein d'animations comme ça qui se font. Et ensuite, il y a toute une partie aussi sur une réflexion sur comment gérer l'accès au numérique, parce qu'on a des petits problèmes de réseau au niveau de Barcus et notamment d'accès Internet. On a Monsieur Lepage qui donne des cours gratuitement d'informatique depuis la création de l'association. Donc il a un groupe débutant, mais il a aussi un groupe photo, vidéo. Voilà, il fait un gros travail au niveau du village. Et on a toute une partie sur la problématique des logements. Donc on a notamment, comme Nicolas l'a dit, travaillé avec AIBA pour le recensement des maisons vides. Et après, voir qu'est-ce qu'on fait de cette liste. On tient une liste aussi des offres et des demandes pour pouvoir rappeler les gens en fonction et vraiment leur communiquer les informations sur la vie au village. Et enfin, le dernier travail de cette commission, c'est la réhabilitation du sentier de randonnée. Donc on a notamment le célèbre trail de Barcus à Argo. C'était pour faire en sorte qu'il y ait un sentier aménagé, présenté à la CAPB et valoriser ces sentiers de randonnée qu'on a à Barcus. Vous êtes ici devant le chantier du presbytère qui sera réhabilité en tiers-lieu. Les travaux ont commencé au début de l'année. Il y aura une partie petit logement pour les jeunes et une partie espace commun avec un espace de coworking et un bar associatif. C'est un projet qui est mené par la municipalité de Barcus et l'association Barcoche-CBC aura la gestion de l'espace tiers-lieu de ce côté. On essaye de travailler un maximum en partenariat avec les associations de Barcus et autour de Barcus, donc sous le Pays Basque, et aussi avec les collectivités territoriales locales. On travaille notamment avec des structures qui nous ont aidés à travailler sur la gestion associative et le modèle économique. On a participé au cursus Eticop, une formation qui a duré 6 mois en marketing, etc. Et maintenant, on est suivi par ECTI. On commence maintenant un DLA, un dispositif local d'accompagnement. Donc ça, c'est plutôt du côté du département. On travaille avec le cluster innovation rurale du département pour rencontrer d'autres espaces de tiers-lieux, d'autres espaces de coworking, voir ce qui se fait ailleurs, pouvoir échanger. On travaille aussi avec des universités, donc il y a des chercheurs qui se sont intéressés à ce que l'on fait à Barcus, l'université de Bretagne avec Stéphane Le Gall qui travaille sur les tiers-lieux, l'université de Sciences Po Bordeaux avec un monsieur qui s'appelle Jacques Ballard qui travaille pour la région, qui a fait aussi des interviews. Voilà, tout ça pour aussi valoriser notre travail et pouvoir échanger avec d'autres structures pour pouvoir s'améliorer. Changement de vie, de métier, de mode de consommation, d'horizon, c'est le pari et le défi qu'ont relevé Pascal Leonardi et Dolores Levillain pour réaliser leurs rêves et démarrer une nouvelle vie. Nous allons aujourd'hui à Etchebar, à la ferme Hoyi, où Pascal et Dolores sont bergers. Ils nous racontent leur parcours, leurs choix et leur désir de s'installer en Soule. C'est une multitude de raisons qui ont abouti à une réflexion et ce changement. Et le déclencheur, c'est que en 2009, donc les différents endroits où je travaillais, donc le Musée de l'Homme et le CNRS,
Le musée de l'Homme a fermé pour rénovation. Mon projet CNRS, par manque de financement, s'est éteint. Et donc là, ça a été le début d'une grande réflexion qui, voilà, au bout de quelques mois, j'avais besoin de prendre le large un peu. J'avais envie de montagne, d'isolement, de solitude, retrouver un peu ce sentiment que j'ai pu avoir dans le désert. Et paf, je me suis dit, la montagne, je vais aller tout seul me perdre dans la montagne. Et j'ai atterri au Pays Basque. Je pense du fait d'avoir été assez bien intégré. Et aujourd'hui, on ne me voit plus comme une curiosité, mais comme le berger du Gâtse. Donc ici, on est à la ferme Oili, située donc à Etchebar, pas très loin de Tardets. Donc c'est une exploitation que nous avons repris derrière un berger qui avait laissé donc son exploitation partir aux enchères, et c'est la CAPB donc qui a racheté toute l'exploitation, donc 38 hectares en tout et pour tout d'un seul tenant, les bâtis et l'habitation. Nous actuellement nous ne possédons que l'habitation, les bâtis et 26 hectares de parcours et de prairies. Donc on a l'atelier prioritaire, c'est l'élevage ovin avec transformation de fromage, enfin du lait en fromage, hein, de toute la production laitière, ainsi que des porcs laineux, donc les porcs Mangalitsa. Si on n'avait pas eu la CAPB avec ce projet pour nous aider et nous lancer un peu dans notre installation, je ne pense pas qu'on aurait pu. On n'avait pas de moyens, on n'avait pas d'argent. Donc acquérir une ferme, c'est quelque chose de difficile, coûteux, quand on n'est pas du monde agricole, quand on n'a absolument pas de matériel, rien du tout. C'est presque mission impossible. Donc là, ce qui s'est offert à nous, c'est donc cette propriété qui a été l'outil, le tremplin qui a permis de nous installer, avec l'accompagnement derrière. Donc c'est voilà, grâce à la CAPB si aujourd'hui on peut être sur cette ferme. Et le temps faisant, avec de l'humilité, écouter un peu ce que les anciens avaient à m'apprendre, et puis ce goût que j'ai pour les autres cultures, les traditions, donc la volonté de faire comme faisaient les anciens, le fromage, travailler à la montagne. Donc j'ai beaucoup appris, et puis le fait voilà, d'être très à l'écoute et de mettre en pratique des choses qui sont en train de se perdre aujourd'hui, je pense que ça a touché un petit peu les gens autour de moi. Nous, on n'a pas des parents agriculteurs, on n'est pas du tout de ce monde-là. Donc on ne reproduit pas le modèle forcément standard qui existe ici. Et donc on a suivi une formation avant de se lancer. Et puis on a réfléchi aussi à quel système serait le mieux, étant donné notre niveau économique qui n'était pas très élevé. Et on a choisi de faire un agnelage de printemps. Enfin, dans l'ensemble, les choix qu'on a faits, c'était pour être le plus proche d'un système naturel. Une centaine de brebis à la traite et une dizaine de cochons. Et on essaie toujours de travailler, de regarder l'environnement dans lequel on est et d'essayer de nous adapter, nous, plutôt que de faire l'inverse, plutôt que de contraindre l'environnement. On essaie, nous, de s'inscrire dedans en respectant l'environnement, en respectant nos animaux et voilà, en faisant en sorte que tout aille bien. Après 2 ans que nous sommes installés ici, donc ça se passe plutôt bien, que ce soit avec le voisinage, avec la CAPB qui nous prête cet outil, avec les voisins, donc on s'entend très bien. Ils nous aident, ils nous dépannent beaucoup. Le premier voisin, là, Lucien, en échange de mettre ses vaches pendant que nous sommes à la montagne à Ugatse, il nous fait les foins. Et
Il y a un autre voisin d'Etchebar qui se charge de nous vider la bergerie. Enfin, voilà, il y a pas mal d'entraide qui se fait. Les voisins sont très généreux, à l'écoute de notre projet, et puis du fait que nous soyons voilà, un peu qu'on démarre et qu'on n'a pas forcément tous les moyens qu'ont les autres paysans. Donc avec le voisinage, ça se passe très bien. La CAPB, donc, qui nous prête cet outil extraordinaire, nous a accompagnés au début beaucoup pour le remettre en état, parce qu'il était dans un mauvais état. C'est resté pendant des années vide, donc ça s'est pas mal embroussaillé, les bâtiments se sont dégradés, les clôtures avaient disparu, donc ils étaient très présents dès qu'on avait une question ou un besoin. Donc voilà, c'est vraiment grâce à la CAPB que nous, on a pu voilà, mettre en place notre installation, ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Et du coup, c'est une très bonne chose, parce que là, ça permet à une petite famille comme nous de venir faire revivre toute une exploitation. Et si l'expérience pouvait se reproduire, ça pourrait peut-être, on a là peut-être l'espoir de faire un peu revivre les villages et de les repeupler et, voilà, et surtout de conserver ces terres en tant que terres agricoles. Mais on a fait le choix de la montagne, enfin, naturellement au départ, parce qu'on est des bergers au départ. Avant de s'installer, on était bergers. Donc c'est quelque chose qui est totalement naturel d'exploiter, de vivre à la montagne. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs un système très naturel même ici, parce que on s'est modelé un petit peu sur notre façon de faire à la montagne. Ça permet d'exploiter le fourrage qui se trouve là-haut. Là encore, oui, c'est une façon de faire des économies et d'utiliser ce que la nature nous propose. Le pastoralisme au départ, hein, quand moi je suis arrivé ici, c'est le pastoralisme l'élément auquel j'ai été sensible, hein, c'est ces bergers qui partent là, qui reproduisent des choses qui se font depuis des millénaires, et donc j'étais très curieux de voir comment ils vivaient, comment ils travaillaient. Et c'est ce que j'ai fait au départ, hein, en allant voir les vieux bergers, en essayant de reproduire ce qu'ils pouvaient me transmettre du passé. Et puis c'est une coupure dans l'année, enfin, c'est quelque chose qui nous plaît énormément. La vie à la montagne, on aime ça, on y monte en famille, on y vit en famille. Et voilà, mais, voilà, la montagne c'est très important. Et c'est quelque chose, le pastoralisme, qui fait vraiment partie de la culture basque et voilà, qu'on avait à cœur aussi de faire. Aujourd'hui, donc, dans le contexte actuel de la pandémie, là, on voit que les gens de la ville se posent beaucoup de questions, même les gens de la campagne, tout le monde se pose des questions, que ce soit sur l'endroit où on vit. Les citadins se posent cette question. La façon dont on mange, hein, donc le prolongement de la question écologique, depuis qu'on a entamé ces changements, 10 ans pour moi, 6 ans pour Dolores, et bien que c'est une façon pour nous d'avoir répondu à ces questions, de changer de vie, de changer d'alimentation, de changer le modèle agricole aussi. Et ben, j'encouragerais tout le monde à suivre, tous ceux qui se posent des questions en tout cas, et à suivre leur chemin, en tout cas à faire tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent s'épanouir. Aujourd'hui, on est dans un pays où on est très bien accompagné à tous les niveaux, hein, quand on a envie de changer de vie, quand on n'a pas de boulot. Donc c'est vrai que pour moi, quand il a fallu que je change de vie, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai eu peur, l'angoisse de changer, mais est-ce que c'est possible? Personne ne m'a encouragé à le faire. Et finalement, avec le recul, je me dirais que ben, si on se pose des questions, il ne faut pas hésiter, il faut le faire. Et qu'à plein de niveaux, que ce soit associatif, que ce soit les services publics ou autres, on peut être vraiment très bien accompagné. Et puis, ben, il faut essayer d'être heureux dans la vie. Et voilà.